Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi aujourd'hui, Alexandra, d'être en ta compagnie pour notre premier épisode des recettes de l'Anthropocène. Aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous en votre compagnie, on va se pencher sur une plante bien connue et pourtant paradoxale. On s'est littéralement penché, devrais-je dire, car hier matin, on s'est rendus tous les deux dans le parc Chazières, au-dessus de la Croix-Rousse, pour aller cueillir ces orties qu'on va vous cuisiner ce matin. Effectivement, on s'est penché sur ces orties, on s'est même un peu piqué malgré les gants qu'on avait. On va vous parler de l'ortie, cette plante qui est étonnante, comme tu l'as dit, qui est paradoxale, elle est partout autour de nous. C'est une plante qui est bien sûr sauvage. Et ce qui est vraiment particulier avec cette plante, c'est qu'elle est commune et que l'humanité l'utilise dans le monde entier presque et depuis des siècles. Et à travers cette recette qu'on va vous présenter et la conversation qu'on va avoir, on voudrait vous amener à la rencontre de cette plante et de manière plus générale aussi du monde sauvage végétal. Comme tu le dis, Alexandra, l'ortie c'est une plante qui est originale, c'est une plante qui est même paradoxale. En effet, elle est connue de tous, chacun en a déjà fait l'expérience quand on était petit de tomber dans les orties et de se piquer. Mais elle est connue pour de mauvaises raisons et c'est un peu les propos que souligne Victor Hugo à travers la citation que vous avez pu apercevoir sur votre écran. Et en fait, c'est bien le caractère sauvage, le caractère rebelle qui nous vient immédiatement à l'esprit quand on parle d'ortie. C'est ça, elle est rebelle mais en même temps elle est très commune. Comme je disais, elle pousse partout autour de nous, que ce soit dans les bois, mais aussi en ville. C'est une plante qu'on dit rudérale, c'est-à-dire qu'elle aime les friches, les décombres, les gravats, tous les lieux habités mais abandonnés par les êtres humains. C'est une plante aussi qui fait partie de cette biodiversité ordinaire, c'est-à-dire ces espèces végétales, animales qui sont partout autour de nous, mais qui sont tellement communs qu'on les remarque même presque plus. Il y a une sorte de banalité à cette plante finalement. Exactement, et pourtant, Alexandra, les vertus de l'ortie sont nombreuses, mais elles sont méconnues. L'ortie, c'est pas seulement une mauvaise herbe, c'est pas seulement l'endroit où on voudrait pas pousser sa grand-mère de peur qu'elle se pique, mais c'est davantage ce qu'on pourrait appeler dans l'imaginaire grec un pharmakon, c'est-à-dire à la fois un remède et un mal. Et dans l'histoire, le regard sur l'ortie en fait a alterné selon qu'on célébrait ses vertus thérapeutiques, pharmaceutiques, ou qu'on l'enfermait dans la catégorie des mauvaises herbes qui envahissent les jardins. Et aujourd'hui, c'est bien cette histoire culinaire et populaire qu'on souhaite vous raconter autour de cette cuisine, qui se veut, je l'espère, un plaisir pour les sens et pour les sciences. Ce qui est intéressant avec l'ortie, c'est que c'est une plante qui est très polyvalente sur le plan culinaire, c'est-à-dire qu'on peut la consommer à la fois crue, cuite. Crue, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut consommer les jeunes feuilles qui se trouvent au-dessus de la plante. On peut même les consommer crues avec une technique qui permet de ne pas se piquer les doigts. Il s'agit de faire une petite boule avec ses doigts et de la consommer, de la croquer. C'est aussi comme ça qu'elle exprime toutes ses vertus nutritionnelles les plus fortes. Et on peut également la consommer crue en pesto, en salade. Cuite, elle peut rentrer dans la composition de quiche, de soupe bien sûr. Et les vieilles feuilles, ce qui est intéressant et étonnant, c'est que quand elles sont cuites, elles développent une odeur et une saveur de poisson. Donc il y a même une recette qui s'appelle la brandade d'ortie. Donc voilà, on voit que c'est une plante qui se prête à beaucoup de recettes. Et en plus de cet aspect culinaire, elle a des vertus nutritionnelles, médicinales qui sont extrêmement riches. Et ça, c'est toi qui vas nous en parler, François. Exact, merci beaucoup Alexandra. Donc comme tu le disais, les usages dans les médecines traditionnelles pour ce qui concerne les orties sont très nombreux et historiquement c'est quelque chose qui existe de longue date. Dès l'Antiquité, Dioscoride, donc un médecin et un botaniste grec du 1er siècle, identifiait plusieurs vertus de l'ortie, des vertus aphrodisiaques, une activité qui était anti-inflammatoire, des effets diurétiques et aussi un moyen de lutter contre les troubles intestinaux, Alexandra. De même, Hippocrate, donc le père de la médecine moderne, on pourra le dire, a évoqué de longue date les bienfaits de l'ortie dans de nombreux traités. Mais au-delà du monde grec, en dehors de ce monde, les usages à des fins pharmaceutiques étaient aussi nombreux et on peut se rappeler ainsi que le médecin perse Avicenne parlait aussi de l'ortie. Elle est utilisée sous des formes diverses. Dans la médecine traditionnelle, l'ortie, elle peut être par exemple usitée sous forme de cataplasme, de décoction, mais aussi, et ça c'est un peu plus étonnant, sous la forme de flagellation. Et je crois qu'Alexandra, tu voulais nous en dire deux mots. Oui, bon, ce mot flagellation, évidemment, il fait peur. Mais en fait, c'est quelque chose qui était, en tout cas jusqu'à relativement récemment, très commun. Les flagellations thérapeutiques à base de tiges d'ortie.
Ouais, personnellement, moi j'ai été étonnée quand j'étais en Amazonie équatorienne dans le cadre de mes études d'observer que certaines personnes âgées qui souffraient d'arthrose ou de problèmes dus à l'absence de mobilité utilisaient l'ortie de cette manière. C'est-à-dire qu'il y avait un couple de personnes âgées, la dame allait tous les jours cueillir des orties et les appliquer sur les jambes de son mari. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'ortie contient du silicium, qui est un élément qui est extrêmement bon pour les articulations, les os, et elle permet également la microcirculation sanguine, donc c'est vraiment excellent pour ce type de problème. Et autre chose étonnante, en fait, c'est quelque chose, cette flagellation thérapeutique qu'on utilisait dans le monde entier jusqu'à assez récemment. D'accord. Je pense qu'on va passer en cuisine au début de notre recette. Et pour ce faire, on va tout d'abord aller rincer nos orties, Alexandra. Ouais. Donc François, on a décidé de ne pas équeuter les orties. On a gardé les sommités avec les tiges. Ouais, ça peut paraître un peu surprenant de prime abord, mais en fait, comme nous l'a conseillé notre guide cueilleur hier, on n'a pas besoin de les équeuter parce que, comme tu le dis, les sommités supérieures, c'est la partie la plus jeune de l'ortie, et donc en fait les tiges sont très tendres et ça va pas être dérangeant au moment de la cuisson, ça va même apporter un peu de goût. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de garder les tiges. Bon François, on est maintenant sur le plan de travail. On va éplucher et découper les légumes, et pendant ce temps tu vas nous parler des usages de la vie quotidienne autour de l'ortie qui sont vraiment très nombreux. L'histoire de l'ortie ne saurait se réduire à ses pratiques médicinales. Bien davantage, c'est toute une culture populaire et ordinaire qui s'est inventée autour de cette plante. D'abord, du côté des tâches ménagères qui ont su tirer profit de l'ortie. C'est le cas de la vaisselle qu'on réalisait à partir d'une bouillie de feuilles. En teinture, également, les feuilles étaient utilisées au XVIIIe siècle et notamment par les Lorrains afin de peindre les œufs de Pâques. Et petite anecdote, la teinture n'est pas verte comme on pourrait l'imaginer, mais bien jaune. Les feuilles d'ortie permettent également une meilleure conservation des aliments, comme c'est le cas des fruits tels que les pommes et les poires. La tige, de son côté, a été largement utilisée pour ses propriétés textiles, et ce afin de produire du papier ou des voiles de navire. Mais l'ortie est aussi utilisée pour nourrir les animaux d'élevage. C'est une plante qu'on dit fourragère. Donc il y a même un proverbe paysan qui dit « Une ortie au poulailler, c'est un œuf de plus dans le panier ». Pourquoi ? Parce que l'ortie attire les insectes. Elle permet d'abriter, de nourrir une biodiversité très nombreuse. Une centaine d'espèces d'insectes, dont des papillons. Sans compter les oiseaux et d'autres mammifères qu'elle permet d'abriter et de nourrir. Tout à fait. Et aujourd'hui, la permaculture, Alexandra, redécouvre encore les nombreux atouts de cette mal-aimée. Ainsi, le purin d'ortie est très utilisé pour la récupération d'un sol qui aurait pu être maltraité par une agriculture intensive ou lorsque l'on souhaite arrêter les traitements chimiques et passer au biologique. Le purin d'ortie, il stimule la vie du sol, les défenses immunitaires des plantes, car il est très riche en fer. Il soigne ainsi la chlorose et il permet une bonne dégradation du paillage qui est nécessaire à la création de l'humus. Une fois le sol équilibré par contre, et avec une bonne biodiversité et une bonne vie du sol, on peut se passer très facilement du purin d'ortie. C'est pas l'autre ? Ouais, Attends. Faut que tu le tournes plus fort, peut-être. Ouais. Ouais. Calme. Fais gaffe à la bouilloire à côté. Ouais, t'inquiète. Pour continuer à vous parler de cette plante extraordinaire qu'est l'ortie, on a recueilli le témoignage de 2 personnes qui sont des connaisseurs et des amoureux de cette plante. François Couplan, qui est un ethnobotaniste de renom qui a écrit des centaines de livres sur la thématique des plantes sauvages comestibles. Il organise des formations notamment. Et Valentine, que j'ai rencontrée lors d'une formation avec François Couplan, qui elle-même est cuisinière, elle cuisine les plantes sauvages et elle organise aussi des sorties autour des plantes sauvages comestibles. Donc on va écouter ce qu'ils ont à nous dire sur cette plante qu'ils aiment tant. D'abord, je veux dire, ce que j'aime chez elle, c'est sa puissance. C'est-à-dire, on la coupe, elle pousse, elle repousse. On la coupe, elle repousse. C'est absolument génial, quoi. Elle montre qu'elle existe, qu'elle est là. C'est une plante avec qui il est facile d'avoir des rapports, j'allais dire d'égal à égal, quoi. C'est-à-dire que elle se mérite, mais elle m'apporte tellement que
voilà, ça me convient parfaitement. Et puis en plus, ce que j'aime chez elle, évidemment, c'est sa saveur, c'est le fait qu'elle se prête à tellement de préparations différentes que j'en aurais jamais fait le tour. Je peux la manger crue, cuite, à moitié cuite, une partie comme ça. Elle reste toujours pas immuable justement, mais extrêmement diverse dans son être, quoi. Et dans ce qu'elle peut me procurer comme sensation de plaisir, voilà, c'est une plante majeure pour moi. L'ortie est très riche en fer, l'ortie est très riche en minéraux, l'ortie est une très grande source de calcium, de protéines végétales directement assimilables par l'homme. Moi, je trouve vraiment que c'est une plante magique qu'il faut que les gens apprennent à apprécier autrement que par son aspect piquant, parce que les plantes sont des êtres vivants qui ne parlent pas, qui ne se déplacent pas de la même manière que nous, mais qui communiquent tout de même. Et l'ortie, par son aspect piquant, peut repousser aussi pour se protéger. Donc, il y a des manières de l'accueillir, bien entendu, de la respecter et de cohabiter avec elle, et surtout ne pas s'arrêter à son aspect piquant. Voilà. Ouais, je pense que là, ça suffit. Hein. On va commencer à sentir un peu. Hop, la fumée. Ça commence à sentir bon. Alexandra, nos légumes sont en train de cuire. On a laissé les fourneaux derrière nous et on va maintenant revenir à nos orties. Et tu voulais nous parler, je crois, de l'expérience de la douleur, qui est vraiment quelque chose de singulier en rapport avec les orties. Oui, évidemment, tout le monde connaît les orties pour la piqûre qu'elle inflige. En fait, elle est dotée de petits poils qui sont très urticants et qui libèrent un liquide au moindre contact. Donc, pour cueillir des orties sans trop de dommages collatéraux, il est possible de porter des gants. Ou alors, il est possible d'assumer la douleur, de s'armer de courage de manière stoïque, comme nous le recommande d'ailleurs François Couplan. Ça, c'est vachement intéressant, cette notion de douleur qui est liée à la piqûre d'ortie. Elle est réelle, elle existe de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont on réagit, la façon dont les gens réagissent à la douleur. Et moi, je vois bien, nous sommes tous des Occidentaux modernes qui avons peur de la douleur, qui refusons la douleur. On le voit bien avec cette crise covidienne actuelle, on a même plus peur encore plus de la douleur, on a peur de la mort. Mais voilà, la mort, la douleur sont des choses qui sont extrêmement liées. Apprivoiser la mort, je ne sais pas si on peut le faire. Apprivoiser la douleur, on peut le faire. Et apprivoiser la douleur avec l'ortie, pour ça, c'est un maître, c'est un grand maître. Quand on est capable de partir de son état où « Oh non, je ne vais pas toucher de l'ortie parce que je vais me faire mal », à celui de « Bon, oui, je vais ramasser de l'ortie parce que j'aime bien, je sais que je vais me piquer, il n'y a pas de ortie et je vais faire tout ce que je peux pour ne pas la piquer, je vais la prendre dans le sens du poil, je vais lui parler, je vais retenir ma respiration ou tout ce qu'on veut. » Bon, ça marche pas évidemment. Enfin, ça marche au début, mais ça marche pas. Ramasser avec des gants l'ortie, moi j'aime pas parce que j'ai pas le contact. J'ai besoin d'avoir le contact. Voilà. Donc au final, je ramasse de l'ortie. Au début, je me pique pas, puis à la fin, forcément, je me pique et je le ressens. Et donc, ce qui est intéressant, c'est mon rapport à cette sensation de douleur. Et je sais que moi, personnellement, j'ai eu une appréhension au début. Après, ma foi, je suis dedans. Donc être dans la douleur, c'est comme ce que dit Krishnamurti par rapport à la peur, par exemple. La seule façon d'éliminer la peur, c'est de rentrer entièrement dedans et de passer à travers. C'est comme passer à travers le miroir chez Lewis Carroll, par exemple. Ce sont des expériences initiatiques. Donc le fait de cueillir de l'ortie et de, quelque part, on peut dire, transcender la douleur qui est inévitable, c'est vraiment, je dirais une expérience initiatique, c'est-à-dire simplement, c'est un grand mot ça, c'est simplement admettre la vie telle qu'elle est. Et ça nous fait progresser spirituellement d'une façon extraordinaire. Donc là, c'est la dernière étape, c'est une des dernières étapes, on rajoute les orties aux légumes qui ont cuit. Et on les rajoute vraiment au dernier moment parce que ça permet qu'elles gardent leurs éléments nutritifs. Et on a mis le feu au plus bas.
Donc en même temps qu'on assemble nos orties dans la casserole, je te laisse d'ailleurs compléter cet assemblage, on va essayer de comprendre maintenant en fait pourquoi les plantes sauvages comestibles ont été reléguées au second plan dans l'histoire comme des plantes finalement oubliées. C'est une plante magique, c'est une plante aux 1000 vertus, surtout d'un point de vue nutritionnel, mais alors pourquoi finalement cet oubli de ces plantes dans l'alimentation ? Et cette question, elle vaut d'ailleurs pour l'ensemble des plantes sauvages comestibles. Et on va écouter à ce titre une petite capsule sonore de François Couplan qui va nous raconter finalement pourquoi les plantes sauvages comestibles ont été de moins en moins utilisées en Europe à partir du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, à l'époque féodale, les dirigeants du monde ont voulu mettre en évidence des marqueurs sociaux bien visibles par tous, sur le plan de l'habitat, en habitant dans des châteaux, sur le plan de l'habillement, en portant des vêtements amples qui montraient bien qu'ils ne pouvaient pas travailler de couleur vive, sur le plan de la langue, en parlant la langue de cour plutôt que les patois, et sur le plan de l'alimentation, et là c'est ce qui nous intéresse, donc d'une part en valorisant l'animal, valorisant le produit animal par rapport au produit végétal, donc la viande par rapport aux légumes, on va dire, et dans le domaine du végétal, en valorisant ce qui était cultivé plutôt que ce qui était sauvage, parce que quand c'est cultivé, c'est transformé par l'homme, donc ça acquiert une valeur symbolique. On est complètement dans le symbole là-dedans. Manger des haricots verts, ça voulait dire, moi je suis quelqu'un de bien, parce que les haricots verts, ça pousse pas tout seul dans la nature, ça a été introduit de l'autre côté de l'Atlantique, et il faut pouvoir payer un jardinier pour le cultiver. Donc ça a de la valeur. Ce qui est intéressant dans les propos de François Couplan, c'est bien l'idée d'une nouvelle hiérarchie alimentaire qui se dessine au moment du Moyen-Âge, puisque les élites nobiliaires vont finalement instaurer une primauté donnée à l'animal sur le végétal, et au sein même du règne végétal, entre les plantes sauvages qui sont reléguées au bas plan et les plantes finalement potagères qui sont, elles, portées en étendard finalement. Donc effectivement, comme nous l'a dit François Couplan, au Moyen-Âge, il y a eu une dévalorisation du végétal par rapport à l'animal. D'ailleurs, le mot végéter, aujourd'hui qui veut dire stagner, vient du latin vegetus, qui à l'origine veut dire fort, sain, vivant. Et c'est aussi à cause de cette histoire de statut social finalement, comme les plantes sauvages sont liées à une nourriture de misère, voire de famine, donc de pauvreté, elles ont été extrêmement dévalorisées. Alexandra, notre soupe a été mixée, on a assaisonné. Il ne nous reste plus qu'à préciser un peu ensemble les enjeux qui se jouent aujourd'hui dans la redécouverte des plantes sauvages. On a vu que ces plantes étaient tombées en disgrâce à un moment et aujourd'hui elles reviennent sur le devant de la scène. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu davantage sur les raisons qui motivent cette mise en lumière récente des plantes sauvages ? Oui, comme tu l'as dit, si on en juge par le regain d'intérêt pour les livres de recettes autour des plantes sauvages, pour les sorties nature autour des plantes sauvages, pour les formations à ce sujet, on voit qu'il y a vraiment un regain d'intérêt pour ça, notamment en ville de la part des urbains. Là où on pourrait se dire qu'il n'y a pas de plantes sauvages comestibles en ville, alors que si on y prête attention avec un regard un peu averti, on se rend compte que si. Et ça me fait penser à une étude réalisée par une anthropologue dans la région parisienne que j'ai lue et qui analysait les motivations des participants à participer à une formation autour des plantes sauvages comestibles. Et elle a observé qu'il y avait environ trois motivations principales. Une, c'était élargir sa palette culinaire, la palette des saveurs, se reconnecter au monde végétal, et aussi une dimension plus autour de la relocalisation de l'alimentation. Donc on voit qu'il y a tout un spectre de motivation qui va d'une vision plus individuelle, autour de la gastronomie, du plaisir, etc., à une dimension qui est plus politique, autour d'une forme de justice, de la relocalisation de l'alimentation,
changer le système alimentaire. Et puis aussi, à noter qu'il y a une dimension qui est quand même un peu subversive dans le fait d'aller cueillir des plantes sauvages, parce que c'est une pratique qui est en partie illégale, du moins en ville. D'accord. Et alors je crois aussi savoir que cet acte politique de remise sur le devant de la scène des plantes sauvages a été porté par un certain nombre de leaders, et notamment au sein du milieu gastronomique par certains chefs et certains spécialistes de la question. C'est le cas de François Coupland, qu'on a déjà entendu à plusieurs reprises au cours de notre émission, et qui a travaillé notamment avec Marc Vera, l'un des chefs français spécialistes de la question, qui travaille dans les Alpes depuis les années 2000 sur cette question des plantes sauvages. Sur la scène internationale, maintenant, on a pu aussi voir que le chef danois René Redzepi avait beaucoup participé à la mise en lumière de ces plantes sauvages à travers son concept de locavorisme. Il a contribué à remettre sur le devant de la scène ces plantes sauvages et spécifiquement celles de la gastronomie scandinave. Et au-delà, on peut néanmoins émettre une certaine nuance à travers le commentaire dont nous fait part François Coupland, qui alerte sur les dérives possibles de cet effet de mode et qui finalement nous indique que seule une minorité de chefs ont véritablement saisi la portée de ce qui se joue à travers la consommation de plantes sauvages. Oui, parce que ce que François Coupland nous expliquait, c'est que si pour certains, cueillir et consommer des plantes sauvages, c'est surtout une question de passe-temps, pour d'autres, notamment pour lui, il s'agit vraiment d'un enjeu plus de reconnexion au monde végétal. Donc c'est son cas à lui et c'est le cas de Valentine aussi, comme on l'a entendu. Mais avoir cette posture, on a vu quand même que ça demande d'avoir à la fois une certaine connaissance botanique, mais aussi des compétences sensorielles pour reconnaître les plantes sauvages, pour les cueillir, et enfin une attitude de respect. Et ça, c'est ce que va nous expliquer Valentine. Lorsque je me balade, si je rencontre des plantes, je peux être amenée à les cueillir, mais il y a un certain nombre de choses que je respecte, à savoir d'abord si la plante est en grand nombre ou pas. S'il y en a beaucoup, je peux me permettre d'en cueillir. S'il y en a très peu, je ne le fais pas, parce que peut-être que l'année prochaine, il y en aura un peu plus si je la laisse, et puis que si tout le monde faisait comme nous, il y en aurait plus du tout. Donc je regarde beaucoup la biodisponibilité de la plante, et d'un point de vue sensoriel, en effet, comme je te disais, c'est vraiment une entrée en relation avec l'être vivant, c'est-à-dire que je vais la sentir, je vais la toucher, je vais la goûter éventuellement. Goûter, attention, ça ne veut pas dire avaler, ça ne veut pas dire manger. Donc il y a peu de risques de s'empoisonner. De toute façon, lorsqu'on cueille une plante, il faut la connaître, il faut être sûr à 100, si ce n'est à 200% de savoir ce qu'on sait, de ce qu'on cueille. Bon, il se peut que par exemple la plante résiste un petit peu. Si la plante résiste trop, je vais finir par penser que peut-être c'est pas le moment, c'est pas la bonne plante à cueillir à ce moment-là. Et du coup, je peux me détourner vers une autre plante. Enfin, c'est une question de respect végétal, on va dire, d'humain à humain. Voilà. Amis téléspectateurs, la soupe est en train de chauffer et c'est maintenant pour nous le moment d'essayer de comprendre finalement ce qui se joue dans cet acte de cueillette, cette relation nouvelle à la nature. Et pour cela, on va écouter un dernier témoignage de François Coupland qui insiste sur l'expérience spirituelle qui peut se jouer dans la cueillette de ces plantes sauvages et des orties en particulier. J'ai dit tout à l'heure effectivement que aller cueillir des plantes sauvages, c'est une aventure spirituelle, si on veut dire ça comme ça. Mais c'est pas du spirituel, comment je peux dire, ésotérique. C'est simplement que chaque individu, chaque être humain a ce besoin de se reconnecter à ce qu'il dépasse. Le fait de développer une relation avec les plantes, qui sont vraiment complètement différentes de nous, mais qui sont aussi des êtres vivants qui partagent leur vie sur la planète avec nous, eh bien le fait d'aller à la rencontre des plantes, le fait de développer une relation avec des individus végétaux, ça répond à cette angoisse existentielle, à cette quête d'absolu qui est le lot de chaque être humain, quel qu'il soit. Au final, qu'est-ce que les plantes sauvages ont à nous dire dans le contexte de l'Anthropocène ? En fait, on a vu qu'il y avait énormément cet enjeu de reconnexion au monde végétal, au monde vivant en général. Et dans le cas précis de l'alimentation, il y a cette idée qu'on vit à une époque
de déconnexion entre les individus, notamment les urbains, et les lieux de production, les lieux de transformation de l'alimentation. Et également, cueillir des plantes sauvages, ça nous invite à avoir un rapport un peu plus modeste au monde, à prendre le temps, parce que aller cueillir des plantes, ça demande non seulement des connaissances, ça demande des efforts, ça demande de prendre le temps, ça demande aussi parfois d'être dans une forme d'inefficacité par rapport au fait d'aller faire ses courses. On peut trouver ou on peut aussi ne pas trouver ce que l'on cherche. Mais il ne faut pas non plus romantiser cette relation avec les plantes sauvages. Tout dépend du contexte. Si pour certains urbains de pays aisés, ça peut être une façon de se reconnecter au monde vivant, pour certaines personnes, c'est aussi une question de nécessité de cueillir des plantes sauvages. Tout à fait, mais je vais quand même essayer de tenir un ultime propos, peut-être un peu romantique, Alexandra, tu m'en excuseras, parce que je peux considérer personnellement que la cueillette de ces plantes sauvages a beaucoup à nous dire sur notre rapport au vivant à l'époque de l'Anthropocène, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que les plantes sauvages, elles sont des vagabondes, elles ne connaissent pas la frontière et elles s'opposent ainsi à une nature ornementale qu'on aurait tendance à enclore, à fermer dans des espaces, des parcs avec des barrières, des enclos, des frontières en somme. D'autre part, les plantes sauvages, Alexandra, tu nous l'as dit, elles participent de ce qu'on pourrait considérer comme une nature ordinaire. Et cette nature ordinaire, c'est peut-être celle-ci qu'il faut aujourd'hui valoriser en ville, à l'opposé d'une nature qui serait spectaculaire, qui serait totémique, qu'on pourrait, encore une fois, enfermer dans des eaux qu'on observerait de loin. Et en fait, la redécouverte de ces plantes sauvages, ce qui se joue, c'est notre relation, c'est notre expérience sensible de cueillette qui nous place au milieu de cette nature en tant qu'acteur qui agit avec la nature en tant que partenaire. Et dans cette relation nouvelle de partenariat avec la nature, en fait, l'homme a un rôle particulier à établir, un rôle d'entretien, de soin et de préservation. Et c'est bien ça qui est important. Entretien, soin et préservation, même dans le rapport à la cueillette, puisque le bon cueilleur est celui qui va réussir à observer, à savoir le moment opportun pour effectuer cette cueillette, à savoir ne pas trop en prélever, et donc c'est véritablement une attitude attentive et éthique envers cette nature ordinaire. Donc finalement, Alexandra, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est bien un pacte nouveau avec une nature ordinaire et non pas spectaculaire qui est en jeu dans cette question des plantes sauvages? Et moi personnellement, par exemple, hier, j'ai beaucoup apprécié le fait de me retrouver un peu en enfance dans l'acte de cueillette et de pouvoir aller crapahuter dans ces jardins du parc Chazières à la recherche de ces plantes sauvages. Je suis d'accord, surtout pendant le confinement. Donc je te propose maintenant qu'on déguste cette super soupe qu'on a fait. Et avec grand plaisir. Ouais, c'est bon, c'est végétal, c'est frais.